docteur en droit public et sciences politiques, notamment à l'université de Paris-Panthéon, puis de Paris-Saclay, avocate, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date s'intitule « La France Colin Maillard, le récit d'un engagement en politique ». C'est aux éditions de Presse de la Délivrance et c'est surtout en vente sur le site de TVL, tvl.fr. Vous allez dans la boutique de TVL, vous connaissez le chemin pour acheter les ouvrages. Merci. Bonjour Catherine Rouvier, merci d'être sur TVL. Le titre de l'ouvrage mérite une explication formulée d'ailleurs dès la première page du livre. La vie politique française ressemble à un jeu de Colin Maillard. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors l'inspiration m'en est venue en voyant à Bellem, dans le Perche, une statue de jeune femme et elle avait été mise là parce que les habitants avaient refusé que le train vienne dans leur ville. C'est-à-dire que ça voulait dire que le peuple avait les yeux bandés. Et tout d'un coup, j'ai fait l'analogie, je me suis dit, mais je crois que c'est exactement la situation de la France. C'est-à-dire, le peuple ne sait plus, il a les yeux bandés, il tend les mains, il essaye de saisir des politiques, il prend l'un pour l'autre, les discours sont changeants, les lieux, les rôles sont changeants, et quand il en saisit un, je parlais par exemple de François Fillon et de Marine Le Pen, ça a été publié avant qu'elle ne soit invalidée par le jugement de la fin mars, et donc quand il les saisit, c'est bien, hop, on les escamote. Donc c'est une situation qui est en réalité très pénible. Les Français sont dans des situations pénibles, mais ils ne veulent pas le voir. Et j'ai voulu leur dire, écoutez, il vaut peut-être mieux le voir, savoir d'où ça vient, comment ça s'est constitué, pour pouvoir agir et ne pas vous réfugier dans l'abstention. Nous sommes dans une démocratie, ça a ses qualités et ses défauts, mais la qualité, c'est que vous devez pouvoir exprimer votre avis. Vous êtes une intellectuelle, vous avez été prof de fac jusqu'à très récemment, et patriote toujours, puisque vous intervenez aussi dans les émissions de Radio Courtoisie, de nos collègues de Radio Courtoisie. Mais pourquoi un engagement, c'est tout le livre aussi, pourquoi un engagement dans un parti politique ? Et on a l'impression, en lisant l'ouvrage, que le déclic se résume finalement à une rencontre avec Marine Le Pen. Absolument. Je crois qu'on sous-estime, et on la sous-estime d'ailleurs pour Emmanuel Macron aussi, la faculté de séduction des politiques. Je crois que par leur voix, par leur regard, ils peuvent exercer un ascendant. Et Marine Le Pen a, dès la première rencontre, puisque je l'avais invitée sur Radio Courtoisie, a exercé cet ascendant. J'ai senti quelqu'un, alors de très courageux, ce qui est pour moi une grande qualité, et de ferme. C'est-à-dire quand elle dit quelque chose, quand elle vous regarde dans les yeux et qu'elle dit quelque chose, c'est suivi des faits. C'est pas... Donc je me suis dit, chez les politiques, c'est assez rare, me semble-t-il. Et donc, c'est vrai que j'étais à ce moment-là à l'UMP, et quand je lui ai dit, je le raconte dans le livre, quand je lui ai dit pendant l'émission, mais enfin, écoutez, c'était sous Sarkozy, écoutez, M. Sarkozy a dit la même chose que vous, donc pourquoi est-ce que l'UMP et le Front National, finalement, vous êtes proches ? Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, non, Catherine, vous et moi, on est d'accord, mais le RPR et l'UMP, pardon, et le Front National, puisque c'était encore le Front National, non. Voilà. Du coup, il y a eu un blanc très court, parce que vous savez comme moi qu'à la radio, on ne peut pas laisser les blancs s'installer. Et j'ai réfléchi après, et je me suis dit que j'étais heurtée par ce qu'avait fait Sarkozy, par le fait d'avoir pris 6 ou 7 ministres de gauche, etc. Et finalement, voilà, c'est ce qui m'a amené à me tourner vers ce parti. Et puis la deuxième raison, ça a été que j'avais une curiosité inassouvie. J'enseignais la sociologie politique première année, ce qui était mon rêve. J'avais toujours eu envie d'enseigner cette matière, qui fait découvrir aux étudiants en droit la vie politique. Et donc, quand j'arrivais au chapitre des partis politiques, je décrivais, et quand j'arrivais au Front National, c'était à l'époque, eh bien, j'avais affaire à une énigme. Je décrivais à mes étudiants le phénomène d'ostracisme qui touchait ce parti depuis pratiquement sa création, mais en tout cas depuis les années 85, 86, 87, mais je ne me l'expliquais pas vraiment. Et donc, j'ai eu envie d'aller sur le terrain. Ça, c'est vrai. J'ai eu envie, comme un commissaire qui cherche les raisons de chercher, comme un chien qui a son os et à qui on dit il y a un os et il faut le trouver. Donc j'étais d'une très grande curiosité de savoir ce qui se passait, pourquoi cet ostracisme, est-ce que véritablement ces gens se plaignent tout le temps pour justement avoir des voix, etc., ou est-ce qu'il est véritable qu'ils sont ostracisés et de manière continue et forte. Catherine Rouvier, de cette rencontre va naître rapidement un engagement politique
électorale sur le terrain. C'est quand même, là aussi, quelque chose de surprenant. Vous êtes une intellectuelle et vous vous engagez, ou on vous engage, vous allez nous dire ce qu'il en est, sur le terrain électoral. Et en plus, dans une circonscription, à ce moment-là encore difficile, la 19e circonscription du Nord, dont le député actuel est Sébastien Chenu, puis à Aix-en-Provence pour les municipales. Et là, bien sûr, vous découvrez l'âpreté, parfois la violence des campagnes menées contre les patriotes. Mais pourquoi une intellectuelle s'engage électoralement ? Alors, là aussi, ce sont des faits. J'étais à ce moment-là, nous avions fondé Le Ciel avec Paul-Marie Couteau, et donc nous avons fait un colloque pour présenter ce ciel. Et j'ai fait un discours. Et après, je ne sais plus si c'est Marine elle-même ou si quelqu'un qui était avec elle m'a dit « mais il faut que tu ailles sur le terrain, il faut porter la bonne parole, etc. » Et je ne le voulais pas. Je voulais être conseillère de Marine Le Pen, comme le sont souvent des intellectuels qui se mettent et conseillère discrète en plus. Je voulais voir ce qui se passait à l'intérieur du parti. Voilà. Mais je me suis heurtée. Alors ça, je ne le dis pas dans le livre, mais je voulais la conseiller sur l'Europe, et là, je me suis aperçue que, eh bien, j'avais affaire à des positions des militants qui étaient arrêtés une fois pour toutes, qui ne voulaient absolument pas entendre des choses qui pourtant juridiquement étaient vraies, du genre on peut sortir de l'Europe, il y a un article 50. Donc je me suis dit bon je suis pas en phase, ça ne va pas aller. Donc finalement pourquoi pas tester le terrain, et d'autant plus que c'est une circonscription qui était voisine de celle de Marine Le Pen, et donc je me disais comme ça je vais l'observer, voir comment ça se passe, voir comment elle fait campagne, etc. 1961, on est en 2012, 1961, ouais. Je l'ai dit aujourd'hui, le député, c'est Sébastien Chenu. Il aurait fallu que j'attende 5 ans. Voilà, est-ce que vous regrettez ? Oui. Effectivement, cette envie de soleil m'a perdu. Ah oui, envie de soleil. Et donc, vous vous inscrivez donc, quelques années après, quelques mois plus tard, aux élections municipales à Aix-en-Provence. Oui. 19e circonscription du Nord, Aix-en-Provence. Les antipodes, et là, ce récit ne démontre pas quand même une faiblesse des partis, et une faiblesse qu'on a souvent montrée du doigt pour le FN devenu RN, c'est le parachutage et la difficulté d'une vraie implantation. Est-ce que là, vous n'êtes pas la démonstration, finalement, à 900 km quasiment, de cet parachutage incessant qui, bien évidemment, pouvait troubler les électeurs par un manque d'implantation? Écoutez, avant que je ne m'engage en politique, effectivement, ça me paraissait scandaleux. Je vous le dis carrément, je me disais, mais enfin, pourquoi est-ce que ça n'est pas comme dans ma région où l'homme est originaire du pays, puis il devient maire, puis il devient sénateur, puis il devient etc. Et j'ai réalisé qu'un député, c'est un député pour toute la nation, et pas seulement pour sa circonscription. Là, je parle des députés. Après, pour les élections municipales, c'est différent. Et que donc, il faut aussi, et c'est la force de ce parti, c'est aussi pourquoi il a tant de voix, il faut quand même le comprendre, ça. C'est que les gens qui débarquent comme ça, comme j'ai débarqué, je disais à la Voix du Nord, attendez, fermez pas la porte, il y a mon parachute derrière. Donc, les gens qui débarquent comme ça ont un punch, d'abord, énorme, parce qu'ils sont contents de découvrir cette circonscription, et puis ils ne sont dans aucune des embrouilles qui ont été faites avant leur arrivée et qui continuent à sévir. Les gens continuent à se flinguer les uns les autres. Donc on a une sorte de virginité d'une part, et d'autre part une ardeur. Et je pense que j'ai fait 18,6. Bon, c'était sur Marine Le Pen, c'était pas sur moi, mais c'était quand même un bon score. Et je pense qu'on sous-estime ça. On sous-estime la force que peuvent avoir certains... On les voit à l'Assemblée nationale, certains députés qui sont pas du tout enracinés, mais qui apportent leur force, leur originalité. Voilà. C'est une explication. Vous insistez beaucoup, et à juste titre, vous l'avez fait encore à l'instant, sur une pièce maîtresse du dispositif mis en place contre le RN, ex-FN, mais aussi d'ailleurs l'ensemble des partis de droite qui affirmaient ou convaincus l'ostracisme. Vous parlez même, et là je le cite, de marche vers la guillotine sociale. Est-ce que vous ne tenez pas là l'explication du peu d'engagement du monde intellectuel, culturel et évidemment universitaire dans les partis de droite? Si vous permettez l'expression, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Où est la poule, où est l'œuf? C'est-à-dire que pourquoi cette situation est celle-ci? C'est parce que, alors c'est pour ça que j'ai voulu expliquer, revenir sur l'origine, l'origine de l'ostracisation au départ de Jean-Marie Le Pen. Puis on s'aperçoit aujourd'hui que cet ostracisme atteint aussi bien Bolloré qu'Éric Zemmour, etc. C'est-à-dire un très large panel de gens qui sont considérés comme étant
d'extrême droite, alors que pour nous, ils sont tout simplement de droite. Et donc, j'ai fait cette véritable enquête parce que je suis partie de Jean-Marie Le Pen, je suis partie des lois Guesso et des lois, enfin de la loi Pleven, la première gaulliste, et la loi Guesso communiste, la deuxième, pour montrer dans le livre, et c'était un terrain miné, donc j'ai fait très attention aux mots que j'employais. Je crois que j'ai bien voulu dire ce que j'ai voulu dire. J'ai vu comment il était finalement, avec des lois et avec les juges ensuite, il était possible d'incriminer, alors ça s'est étendu depuis, d'incriminer quelqu'un pour ses opinions en le piégeant sur une phrase, etc. Je donne juste cet exemple. On a beaucoup dit la fameuse affaire du détail. En regardant la loi, je me suis rendu compte que, effectivement, la loi Guesso rajoute le délit de négation, le négationnisme. Mais lorsque Le Pen dit ça, lorsqu'il dit, bon, je ne vais pas répéter la phrase parce que c'est jamais on pourrait avoir des ennuis, en réalité, il ne nie pas, il doute. Eh bien, on a élargi à la négation. Voilà. Donc, je ne me prononce pas sur le fond, de savoir s'il n'était pas, je n'étais pas dans sa tête, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Et après, alors, Marine Le Pen, donc, a tout fait. Je raconte comment, une fois qu'il a redit ça, en 2015, elle a dit, là, c'est plus possible, je romps définitivement et il sera exclu du parti. Donc, elle s'est dégagée de ça. Mais la surprise, comme je vois avec plaisir que vous avez lu mon livre, vous avez dû le remarquer, c'est que la diabolisation est restée. Et elle ressurgit quand on en a besoin. C'est fou. On va rester sur cette notion de diabolisation parce que, premièrement, dans l'ouvrage, vous en plaignez. Vous dites, là, écoutez, je découvre au FN un phénomène de diabolisation. J'ai envie de vous répondre, vous êtes en 2012, ça fait 40 ans que le FN existe et ça fait 40 ans qu'il est ostracisé, donc vous pouviez être au courant. Mais pire, c'est que Marine Le Pen vous prévient. Oui. Elle vous dit, mais attention, Catherine Rouvier, vous venez très loyalement, et vous allez comment dire être ostracisé. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre de quelque chose que vous connaissiez. C'était, ça faisait partie du bagage. Ce que je dis juste après, c'est que je dis que j'étais inconnue en politique, que j'allais dans des territoires qui n'intéressaient pas a priori. Je dirais la gauchosphère, et que donc je me croyais vraiment à l'abri. J'avais dit oui, je prends le risque, mais je ne pensais pas que le risque était aussi grand. Voilà, je ne pensais pas que petite candidate à la mairie d'Aix-en-Provence, dans le Nord, c'est pas pareil. Dans le Nord n'est pas vraiment dans le collimateur, si vous voulez, mais Aix-en-Provence, c'est quand même le bijou culturel où, toute la gauche française, une partie de la droite aussi, mais enfin, a ses habitudes, va au festival. C'est très, très... Et donc, ce que je raconte, c'est qu'en me réveillant une nuit, je m'aperçois qu'on a pris un de mes articles et que l'officine du Nouvel Observateur, qui était rue 89, le massacre cet article en me traitant de tout. J'étais contre le travail des femmes, ce qui m'a fait beaucoup rire, parce que j'ai toujours travaillé, et vraiment, c'est pas du tout ma position, mais d'après eux, j'étais contre le travail des femmes, j'avais tous les défauts. Et évidemment, ça m'a occasionné beaucoup de soucis, ça c'est sûr. Donc, vous saviez d'où ça venait? Rue 89. Oui, alors je savais que c'était un des auditeurs d'une conférence que j'avais faite qui m'avait dénoncé en quelque sorte, parce qu'il pensait que j'étais homophobe et il était homosexuel. Voilà. Et aussi le fait que dans la campagne d'Aix-en-Provence, ce sont vos anciens amis de l'UMP qui ne font aucun cadeau. C'est logique, c'est d'ailleurs la campagne électorale. Alors, je ne les ai pas du tout soupçonnés à ce moment-là, puisque c'était le tout début de la campagne. Les élections étaient en mars 2014, et là, on était en mai-juin 2013. Donc, je n'ai rien soupçonné. En fait, je n'ai même pas cherché à savoir, puisque j'avais quelqu'un qui m'avouait tout gentiment qu'il m'avait dénoncé, donc je m'en suis tenu là. Je n'ai pas... Mais il y a un jour, la famille qui tient la ville d'Aix-en-Provence, qui la tient encore un peu d'ailleurs, vient vous voir en disant, voilà, on a œuvré. Alors non, ils sont pas venus me voir, au contraire. J'ai eu un accueil très chaleureux de Madame Joissin, qui m'a accueilli comme la reine d'Angleterre, en quelque sorte, et qui, pendant les conseils, s'adressait à moi, parce que nous étions face à face, en réalité, c'était un grand carré, et moi j'étais juste en face d'elle, et elle m'appelait Madame Rouvier, me vous voyez, alors qu'elle tutoyait les autres, enfin j'avais une position, voilà. Mais ça, c'était l'attitude officielle. Je pense que d'autres choses ont été faites par derrière, je ne dis pas qui les a faites, parce que je n'en sais rien, mais qui venaient probablement, oui, de ce clan-là. Je reviens sur la diabolisation
parce que et l'ostracisme, c'est des armes qui sont ceux des extrêmes, de l'extrême gauche ou de l'extrême centre d'ailleurs. Mais je trouve aussi qu'il y a quand même une contradiction dans l'ouvrage, et je voulais vous la faire connaître. Vous expliquez que la diabolisation est souvent créée de toutes pièces. D'accord, on l'a vu pour Marine Le Pen, on l'a vu pour Éric Zemmour, on l'a vu pour François Fillon, on l'a vu pour d'autres. Cependant, vous-même, vous êtes quand même la victime consentante de la diabolisation médiatique et systématique contre Jean-Marie Le Pen. Et vous dites, c'est quand même intéressant, je n'aurais pas adhéré au FN au temps de Jean-Marie Le Pen. C'est la personnalité de Marine Le Pen qui vous a amené à vous rapprocher de ce parti. Donc, moralité, vous avez été victime de la diabolisation en considérant que vous ne pourriez pas adhérer au Front National de Jean-Marie Le Pen. Alors, un petit rectificatif. Il faut se reporter. C'était un congrès qui avait lieu à Marseille et j'étais interviewée. J'avais fait un discours sur l'Europe, essayant de me faire comprendre, ce qui était compliqué. Le détournement d'Europe, j'avais appelé ça. Et à la sortie, Serge Moati, qui était là et qui probablement avait commencé son livre « Adieu Le Pen », ou son film d'ailleurs, c'était un film, nous interrogeait, m'a interrogé, m'a demandé, voilà, vous avez un peu les mêmes questions, vous êtes prof de droit, qu'est-ce que vous faites là, etc. Et il me dit, est-ce que vous auriez adhéré au parti du temps de Jean-Marie Le Pen? Et j'ai répondu non, car c'est Marine Le Pen que j'ai connue. Donc ça ne voulait pas dire que je n'avais pas compris cette diabolisation. Je l'avais très bien comprise, je l'avais vue, puisque en 1998 notamment, j'avais écrit une protestation que tout le monde a oubliée contre le fait que Jacques Chirac avait forcé 4 présidents de région à démissionner parce qu'ils avaient été élus avec les voix du RN. Donc, des régionales. Voilà, j'étais très, très consciente de tout ça, et ça ne voulait pas dire non plus que ce n'était pas quelque chose que j'ai dit contre Jean-Marie Le Pen, simplement... C'est pas une personnalité que vous appréciez. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, mais c'est-à-dire, pour moi, c'était un parti d'hommes. Pour moi, c'était un parti d'hommes. Hein. J'étais très surprise de découvrir Marine Le Pen, parce que, pour moi, c'était ça. Je voyais les jeunes gamins de 15-16 ans qui s'engageaient dans les services d'ordre, qui ensuite, qui faisaient leur petit chemin jusqu'à être ensuite élus à 30 ans, et puis, etc. Et pour recruter des filles, c'était très difficile sur les listes. C'était quasiment impossible. Hein. Donc, c'était ça. Et donc, l'apparition de Marine Le Pen, effectivement, a changé la donne. Mais sur le plan des idées, bon, je trouvais, et j'ai essayé de le lui faire dire, mais il ne l'a jamais dit, et donc je pensais que je m'étais trompée, qu'il tombait un peu facilement dans les pièges. Mais je raconte dans le livre que c'est pas exactement ça. Alors, il y a une autre contradiction, on va quitter celle-là, mais on va rester un peu sur le même sujet, c'est que vous décrivez vous-même un principe volontaire de rediabolisation, presque une méthode. En 2024, vous dites, distancée dans les sondages par Éric Zemmour, Marine Le Pen décide d'embrayer, si j'ose dire, et décide d'appeler à un retour aux fondamentaux, notamment sur la question de l'immigration. Et cette méthode, la preuve en est qu'elle lui a été bénéfique. Et je me dis, alors du coup, la rediabolisation, ça a du bon? Alors, j'essaye de faire une différence qui n'est pas facile entre hors système et diabolisé. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen voulait que son parti soit hors système. C'est pour ça que lui-même n'a jamais voulu frayer, enfin, sauf avec quelques personnalités, dont Yves Le Gallou, mais il n'a pas voulu frayer avec la droite, qu'il appelait la droite d'argent, la droite égoïste, la droite, etc. Donc, il voulait en fait qu'il soit hors système, et hors système, pour lui, ça allait très loin. Ça contestait les lois contre la liberté d'opinion, et c'est ça qu'il a perdu, en quelque sorte. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire après. Vous étiez en train de me dire... Donc, sur la rediabolisation. Voilà. Et donc être hors système, c'est une chose. Être diabolisé, c'est être diabolisé par ses ennemis. C'est pas pareil. C'est pas lui qui l'avait décidé. Mais, je le raconte dans le livre, à un moment donné, quand il a vu que Marine essayait, via Florian Philippot, etc., d'aller vers la gauche, clairement, là, il a protesté et il a dit, il vaut mieux être diabolisé que diabolique. Et donc il a repris à son compte ce mot, mais à l'origine, c'est le mot des ennemis, quand même, diabolisé. Et Marine Le Pen, alors on constate, c'est très, très, très bien, je suis vraiment ravi que vous ayez lu mon livre, parce que ce que vous racontez là, c'est tout à fait vrai, hein. C'est-à-dire que quand elle est repartie vers la droite, puisqu'Éric Zemmour était en train de piquer, en quelque sorte, enfin, de reprendre pour lui, c'est plus joli comme terme, ce qui était, au fond, un peu les fondements du Front National de Jean-Marie Le Pen, elle a effectivement mis la barre à droite, et moi je pense que c'est ce qu'elle devrait faire tout simplement, mais ce n'est pas son avis.
Allez, ça nous permet de faire la transition, de parler aujourd'hui de 2025, bien sûr, 2026, 2027. On va commencer par les municipales, c'est en 2026, c'est dans quelques mois maintenant. Pour la constitution des listes, les mouvements ou les droites patriotes doivent se rassembler. C'est ce que vous dites. Bon, est-ce que c'est imaginable, Catherine Rouvier ? Écoutez, ce que j'essaye de dire, je fais évidemment le constat que la tentative d'Éric Zemmour n'a pas marché. Je raconte un petit peu pourquoi, sans du tout tirer sur lui, mais simplement ce que j'ai vu. J'étais très proche, en fait, à ce moment-là de lui, nous correspondions, et ce que j'ai vu qui s'est passé. Donc, j'ai été contente qu'Éric Ciotti, lui, qui était quand même président des LR, faut pas l'oublier, soit en quelque sorte bien accepté par Marine Le Pen, qui a du mal, c'est vrai, souvent à nouer des alliances, mais qui avait quand même réussi avec Dupont-Aignan pendant un moment, et qui a réussi avec Éric Ciotti. Donc j'ai été contente, mais il y a 20 députés, hein, pour le moment c'est pas beaucoup, il faudrait véritablement que les LR aient suivi ce chemin, mais on voit que M. Retailleau et M. Wauquiez viennent de redire que c'était absolument hors de question. Donc les droites unies, c'est un mirage. Pour 2026, c'est mort. On ne sait pas, il faudrait qu'il surgisse l'équivalent de Mitterrand à droite, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vision, c'est ce que j'essaye de dire, une vision stratégique. Il ne s'agit pas de porter des jugements de fond, il s'agit d'avoir une vision stratégique. La politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, en démocratie du moins, c'est-à-dire que les institutions permettent que des gens qui sont rivaux et qui forcément ont des idées différentes, puis s'ils ne les ont pas, il faut qu'ils les inventent, que les gens proposent deux systèmes de société et que le peuple arbitre. Eh bien, il faut rentrer dans ce jeu, ou alors il faut en choisir un autre. Hein. Il y a des gouvernements autoritaires qui marchent très très bien, mais si c'est un gouvernement démocratique, eh bien, il faut en passer par là. Et dans ce cas-là, il faut se choisir comme à l'armée, il faut choisir un général. Et s'il ne vous plaît pas entièrement, eh bien, tant pis. Est-ce qu'on a vu des soldats s'en aller parce que le général avait trop bu ou parce que le général, etc. Non. Et pour la présidentielle de 2027, Catherine Rouvier, le général s'appelle ? Point d'interrogation. Puis Marine Le Pen ? C'est le divorce ou c'est l'éloignement ? Non, c'est pas ça, c'est le jugement. Oui, mais disons qu'elle gagne en appel. Elle gagne en appel, hypothèse. Alors, dans ce cas-là, ce sera elle, évidemment. Mais je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas optimiste parce que toutes les nominations qui ont été faites, que ce soit au Conseil d'État, que ce soit justement au tribunal d'instance de Paris, le départ du président a eu lieu le 5 mars. Et le jugement a eu lieu le 30 mars. Je vais vous sortir de cette difficulté-là en vous disant, est-ce que vous considérez, en la connaissant, que Marine Le Pen est apte à être présidente de la République aujourd'hui ? Alors, je crois qu'elle l'est, avec tout de même un bémol, c'est que je vois que ça a été comme ça depuis le début. Malheureusement, elle ne s'entoure pas toujours de gens qui la conseillent bien. Et on vient encore de le voir en Calédonie. Je trouve que, bon, voilà, elle a pris un parti qui n'était, à mon avis, pas tout à fait celui qu'il fallait prendre. Mais c'est un parti d'apaisement. C'est un choix politique, si vous voulez. Hein, on comprend bien. Apaiser. Mais est-ce qu'on ne fait pas ça depuis 40 ans pour rien là-bas ? Et est-ce que, en France, on ne fait pas ça aussi depuis très longtemps ? Alors, il est certain qu'en démocratie, pour gagner, il ne faut pas s'arrêter à 37% où ils sont aujourd'hui, même si c'était Bardella, il est crédité de 37%, ce qui est quand même énorme, mais il faut arriver à 50%. C'est ça. Et donc, le jeu consiste à gagner des voix. Le fait qu'elle ait voulu les gagner à gauche, probablement que ça lui a apporté des gens, mais moi, j'ai bien vu que ça ne marche pas en réalité. Sur le terrain, ça ne marche pas. Les gens qui sont sympathisants, qui sont militants, s'ils étaient à gauche avant, ils le sont plus. Il y a vraiment... Alors ça, c'est un travail à faire. Il faut véritablement faire un corpus de ce qui réunit la droite, et pas seulement de ce qui est anti-gauche, parce qu'effectivement, oui, il y a ça, mais il faut savoir pourquoi. Il nous reste 2 minutes, Catherine Rouvier, et donc je vais arriver à la conclusion de l'ouvrage, même s'il faut le lire néanmoins. Il y a une phrase qui est française, il faut sortir du syndrome de Stockholm. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que le peuple français, à mon sens, est un peuple martyr depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il a des dirigeants qui n'ont absolument rien à faire de ce qu'ils croient, de ce qu'ils pensent. Ils peuvent manifester à 3 millions, ils peuvent même voter non ou voter pour un candidat. Ça n'a aucune importance. Il y a tous les moyens
pour le président de la République et ses proches et c'était d'ailleurs le cas de François Hollande aussi, d'ignorer absolument ce que désire le peuple et de garder le pouvoir par tout moyen. Il s'en est pas caché d'ailleurs, Emmanuel Macron. Il a dit, moi je ne lâcherai rien. Et son ami Laurent Fabius a dit, je m'opposerai par tout moyen à l'accession du Rassemblement national au pouvoir. Donc c'est clair. C'est clair, mais pas pour tout le monde, visiblement. Moi j'entends autour de moi, mais oui, mais enfin, il est intelligent, il est jeune, il a une belle voix. Et puis il a fait ce qu'il a pu, parce que le pauvre, il a eu le Covid. Comment ça, il a fait ce qu'il a pu? Est-ce qu'il devait véritablement prendre ces mesures qui ont tué la moitié de ce pays? Est-ce qu'il devait? Il n'y a même pas d'interrogation, si vous voulez. C'est pire que le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, il y a même pas d'interrogation. Il y a simplement une réponse une espèce, si vous voulez, le problème de la droite, c'est qu'elle est restée légitimiste. Légitimiste pas au sens où l'entendent les monarchistes, mais légitimiste, simplement, elle vote pour les gens en place. Elle a peur du changement. Elle se dit que, voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que Marine Le Pen n'avait aucune chance lorsqu'elle voulait sortir de l'euro et que elle a lâché tout ça et elle a lâché aussi l'idée de sortir de l'Europe. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi à rassurer. Ça n'a pas suffi à rassurer. Si vous voulez, ce parti ne fait pas partie du sérail habituel des gens qui sont de droite et qui, en général, ont quand même un statut social assez important. Et donc, c'est le petit peuple qui vient vers le RN. Moi, je l'ai vu, je le décris. Je décris ces militants qui m'ont fendu le cœur souvent parce qu'ils n'ont presque rien. Ils donnent au parti. Voilà. Mais c'est le bon côté des choses de l'engagement. Voilà. Politique. Mais ce qu'on appelait la bourgeoisie jadis, ou disons la strate sociale la plus élevée, eh bien, c'est elle qui a ce syndrome de Stockholm. Dernière question, en moins d'1 seconde. La politique, pour vous, c'est fini? Sur le terrain, oui. Sur le terrain, oui, encore qu'il ne faut jamais dire fontaine, mais enfin, en principe, oui. Mais et je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, si je continue à écrire, ce ne sera pas directement sur des sujets de stratégie politique. Ce sera peut-être sur des concepts qu'on manie en politique sans toujours savoir exactement de quoi on parle, comme les concepts de droite et gauche, par exemple. Donc, je les effleure dans ce livre, mais j'irai peut-être plus loin. Mais sur le terrain, a priori, non. Merci Catherine Rouvier pour ce livre, atypique dans l'ensemble des livres que vous avez écrits, puisqu'il est sur votre parcours politique pour dégager, comme vous l'avez dit, une stratégie. La France, Colin Maillard, aux éditions Presse de la Délivrance. Merci à vous. Merci beaucoup.